Merci à vous toutes et vous tous de nous avoir rejoints. Donc, nous allons attaquer une nouvelle table ronde autour du sujet des enfants et des réseaux sociaux. Donc, comment protéger sa vie privée avec trois intervenants. Alors, ne suivez pas dans l'ordre, parce que même si je vous dis, bon, alors, par exemple, Carole, c'est celle qui a des lunettes, mais vous pourriez dire qu'elle est à gauche, mais non, elle est à droite. Donc, et vice-versa. Donc, vous avez à votre gauche donc, Tristan Maraoui de Guéguerre. Hein. À ses côtés, il a mis ses lunettes, donc on ne peut plus les différencier à cause de ça. Donc, Cyril Di Palma. Et enfin, Carole de Gmoun, qui est là et que l'on ne présente plus, puisqu'elle a déjà intervenu tout à l'heure, du CEF6. Donc, avant d'évoquer le sujet, on va faire, c'est traditionnel, on va faire un petit tour de table rapide où je demanderai à chacun de se présenter. Tristan, vous voulez commencer? Alors, rapprochez-vous bien du micro lorsque vous parlez. Et autrement, vous pouvez aussi... vous avez un micro à côté de vous, si vous le souhaitez. Non, si, là, c'est bon. Si, ça y est, c'est bon. Enfin, je suis plus à l'aise avec un micro comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Tristan Maraoui de Guéguerre. Je suis le cofondateur de l'agence N-Click, qui est une agence de conseil en sociologie appliquée. Donc, je suis sociologue de formation et nous travaillons sur pas mal de sujets dans le cadre de notre activité et en ce moment sur les questions de violence et de cyberviolence en contexte scolaire, donc auprès d'adolescents, notamment de collèges et lycées, mais également dans la construction d'une étude sur les violences et cyberviolences dans le milieu sportif. Voilà, donc j'aurai plaisir à échanger avec vous sur le sujet qui nous rassemble. Tout à fait. Cyril? Bonjour, je m'appelle Cyril Di Palma. Moi, j'ai fondé une asso il y a 20 ans qui a organisé un tour de France des collèges sur les bons usages du numérique. Et il y a 20 ans, c'était encore MSN Messenger, les chats, enfin des trucs qu'on ne connaît plus, mais qui ont été remplacés par d'autres applis et d'autres usages. Et en fait, le job de notre asso Génération Numérique, c'est d'aller sensibiliser, éduquer les jeunes et les moins jeunes aux bons usages du numérique sur trois thématiques. La lutte contre les cyberviolences, harcèlement. Le deuxième sujet, plutôt l'égalité. Donc là, je rejoins une des sujets du CEF6, c'est l'égalité filles-garçons. Et le troisième sujet, à l'ère du numérique, pardon. Et le troisième sujet, c'est lié à la table ronde précédente, à savoir la lutte contre la désinformation. Je vais parler là. Vous remarquez qu'il y a un peu plus de parité sur cette table ronde. Voilà. Donc, voilà, je le mets côté masculin, là je suis sympathique. Carole Degmund, donc je suis ingénieure dans le numérique de formation. Je suis également chef de projet en transformation digitale, donc en responsabilité de projets de digitalisation dans le domaine chez un acteur de la formation professionnelle. La formation, c'est mon ADN depuis de nombreuses années. C'est pour ça qu'effectivement... la cible des enfants, des adolescents et des plus âgés aussi, donc c'est quelque chose qui m'anime. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le CEF6 dans la partie sensibilisation, puisque pour moi, je voyais effectivement un certain nombre de choses au quotidien depuis de nombreuses années. Donc j'ai souhaité effectivement animer un certain nombre de choses au niveau du groupe sensibilisation. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à intervenir aux côtés des deux personnes qui se sont présentées, leur parcours étant très intéressant. Donc, je pense que l'intervention collective sera, je pense, intéressante pour vous et puis pour nous aussi, avec un certain nombre d'interactions. Alors, moi, je vais vous proposer une chose durant toute cette table ronde. Je me tournerai régulièrement vers vous, et puis si vous avez des questions à poser à nos experts, n'hésitez pas, on va le faire d'une manière interactive. Ceci d'autant plus que c'est un sujet qui nous intéresse tous. J'en discutais avec une personne qui est ici et qui disait, depuis qu'on s'est vu, j'ai eu un bébé, ben oui, ben il va falloir que tu penses aussi au problème de son accès au numérique et éventuellement des qui peuvent y être associés. Alors, on ira un peu plus loin tout à l'heure. Je propose qu'on commence peut-être, Tristan,
Vous êtes sociologue, réalisez des études. Est-ce qu'on peut avoir une idée du sujet que l'on traite aujourd'hui, de ce que vous constatez, vous, sur le terrain? Alors, il faut quand même prendre le sujet pour ce qu'il est. Donc là, on parle du cyber, enfin en tout cas de la présence des enfants et des adolescents en ligne. Et c'est un sujet qui est étudié finalement depuis peu de temps, en fait, à l'échelle de la recherche en tout cas, puisque en lien avec comment dire, le développement des réseaux sociaux et finalement la génération d'adolescents aujourd'hui qui est née avec avec les réseaux sociaux. Donc on a pas mal de recherches qui ont été menées, notamment côté anglo-saxon, un peu moins en France. Et c'est toujours, en fait, année après année, on a des nouvelles recherches qui se développent et qui confirment en fait les tendances, avec notamment les enquêtes sur les pratiques numériques des adolescents, avec un usage très important des réseaux sociaux. On voit aussi l'évolution des usages des différents réseaux sociaux, parce qu'en fait, mais oui, mais après, ce que je veux dire, c'est au-delà de réseaux sociaux. En fait, c'est un grand terme. Mais il faut savoir quels réseaux sociaux et en fait quelles pratiques sont associées aux réseaux sociaux. Et du coup, voilà, être sur TikTok et... Je laisse terminer sa démonstration. Merci, s'il vous plaît. Mes excuses. Mais non, mais tout simplement pour faire un raccourci, et voilà, on pourra me prendre pour un ancien, mais en fait, Facebook a disparu des pratiques des adolescents aujourd'hui, alors que Facebook, ça a moins de 20 ans. Mais ça a déjà disparu des pratiques des adolescents. Et en fait, on a une transformation assez rapide finalement des pratiques en ligne, des pratiques numériques. Et donc, elles sont à étudier et à suivre en continu. Après, tout ce qui est le côté risque, et donc moi, ce qui m'intéresse, en l'occurrence sur les sujets sur lesquels on travaille, sur les côtés violences en ligne, elles s'inscrivent dans l'étude des violences qu'il peut y avoir pour les adolescents, entre les adolescents, hors ligne, c'est-à-dire dans le cadre scolaire ou parmi les groupes de pairs, mais elle s'exprime aussi en ligne. Et là, on a des études, notamment en France, qui sortent et qui montrent que des cyberviolences, les enfants qui sont concernés par les cyberviolences, c'est entre 11 et 17% des adolescents. Alors ça, c'est sur une étude de 2016. Là, on est en train de réaliser actuellement une étude qui vient comment dire, renouveler un petit peu les données auprès de collégiens et lycéens franciliens. Donc, je peux pas communiquer malheureusement sur les résultats puisque l'étude est en cours, et donc voilà, il y aura un rapport public une fois qu'elle sera terminée qui sera publié. Mais donc on a quand même des adolescents qui sont exposés à des risques de violence en ligne. Après, de quoi on parle quand on parle de violence en ligne? Je pense qu'on pourra en discuter aussi avec les autres intervenants, et quelles formes elles peuvent prendre et dans quel contexte elles s'inscrivent, dans les contextes relationnels dans lesquels elles s'inscrivent pour les jeunes. Est-ce qu'on peut dire la situation, sans donner de chiffres, mais elle s'améliore ou elle se dégrade? C'est difficile de se positionner comme ça puisque c'est des phénomènes qui sont assez nouveaux. Moi je préférerais dire qu'elles prennent... en fait, ces violences, finalement, elles s'expriment dans la socialisation adolescente. Et donc, finalement, comme les violences entre les adolescents ou à l'âge adolescent existent depuis toujours, les cyberviolences, en fait, elles viennent prendre une place en s'appuyant sur le numérique, la technologie et les nouveaux moyens de communication. Donc, c'est pas tellement une question de savoir si on est sur une tendance à la hausse ou à la baisse, ça on le verra sur du plus long terme, mais plutôt de suivre en fait ces phénomènes pour bien comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre en fait quand on parle de violence et quand on parle de cyberviolence. Alors Cyril, je te lâche la bride, vas-y. Ouais,
Merci. Alors j'ai des chiffres un peu plus récents, mais c'est pas, ça va illustrer. Alors en fait, il faudrait peut-être qu'on cadre parce que je ne sais pas de quoi on parle. Parce que cyberviolence, il y a tout. Je pense qu'il y en a peut-être parmi nous qui ont été victimes de porn revenge, c'est-à-dire photos intimes ou vidéos intimes qui ont été diffusées par la suite, de harcèlement. Il y a à boire et à manger dans les cyberviolences. Donc si on traite que d'un sujet aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Mais donc de vouloir s'attaquer à tout, c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que Internet, on parle aussi de données personnelles, il est divisé en deux catégories. Il y a ceux qui ont le droit de s'inscrire et puis ceux qui n'ont pas le droit. En dessous de 13 ans, normalement, les gamins n'ont pas le droit de s'inscrire sur médias, plateformes, réseaux sociaux pour une non-exploitation de leurs données personnelles. Dans la réalité, ils sont quoi? Nous, on a des chiffres sur 7000 élèves. Il y a 60% des 11-12 ans qui s'inscrivent sur au moins un réseau social. Le premier, c'est TikTok, Snap, Insta, etc. YouTube aussi est considéré comme un média social par eux, donc ils s'y inscrivent aussi. Donc ça veut dire que déjà, ces enfants ne sont pas censés être sur Internet, sur les réseaux, mais ils y sont. La faute à qui, ou à cause de qui, ou grâce à qui? C'est souvent parce qu'on leur a permis d'avoir un équipement et un abonnement data qui leur permettait de se connecter. Donc très bien, dont acte, c'est pas le souci, c'est que si vous filez un scooter à votre gamin et sans lui expliquer qu'il y a un code de la route, qu'il y a un casque, qu'il y a un minimum de choses, vous le mettez en difficulté. Là, en lui lâchant la bride sur... chacun son tour de lâcher la bride à l'autre, en lâchant la bride à son enfant, à son ado sur les réseaux, sur Internet d'une manière générale, sans lui expliquer les tenants et les aboutissants, vous le mettez dans une situation risquée aussi. Donc, les dangers spécifiques au numérique existent, mais ils sont marginaux. En fait, les risques que vous rencontrez dans la rue, c'est vous les rencontrez dans le numérique. Je pense qu'on en fait tous l'expérience. Vous allez trouver tout ce que vous voulez sur Internet, de la même manière que vous allez pouvoir le trouver quasiment dans le monde hors ligne. Donc, à partir de ce moment-là, n'importe qui, grand frère, grande sœur, parents évidemment, même grands-parents, on est tous à même de donner des conseils aux enfants et aux ados sur un comportement. Donc si on revient au sujet des données personnelles, pour l'angle d'un enfant ado, ça va être quoi? C'est les données personnelles, c'est sa photo, c'est son âge, c'est son identité. Là, je regardais les chiffres qu'on a eus l'année dernière sur 17 000 jeunes de 11 à 18 ans. Globalement, c'est 1 sur 2 qui ne change pas sa photo de profil, qui met la vraie. 1 sur 2 qui ne ment pas sur son âge. 1 sur 2 qui donne sa vraie identité. Alors, normalement, c'est obligatoire. Sur Facebook, c'était obligatoire. Il fallait donner son vrai pédigré. Bon, c'est plus forcément le cas. Et tant mieux. Mais ça veut dire qu'on a déjà une rupture d'intimité dès lors que l'enfant, l'ado, crée un profil sur un réseau social. Donc le boulot de parentalité, il arrive là, c'est d'expliquer le pourquoi du comment et pourquoi on raconte pas toute sa vie et qu'on part en vacances parce que les cambrioleurs, ils aiment bien quand on leur dit ouais ça y est on est parti pour 15 jours et parce qu'on peut recroiser ces infos avec d'autres disponibles sur internet et fracturer la porte d'entrée pour pouvoir se servir librement. Donc les dangers sont les mêmes que dans la vie de tous les jours, les opportunités sont les mêmes que dans la vie de tous les jours. Maintenant, est-ce qu'on lâche un gosse à 22h dans n'importe quel quartier en lui disant vas-y débrouille-toi? Non, il n'y a pas plus de raison que de le laisser seul sur son portable. Je vous ai bien fait peur, merci, au revoir. Mais non, mais c'est la vie. En fait, en ligne ou hors ligne, c'est la même vie. Donc, ce qui doit nous effrayer en tant que parents dans la vie de tous les jours devrait nous effrayer quand c'est en ligne. Et à partir du moment où on doit discuter avec son gosse de ce qu'il fait, de ce qu'il aime, à l'école, avec ses potes, les questions sont les mêmes. Il y a des parents dans la salle, vous avez déjà demandé à vos enfants où ils allaient le samedi après-midi retrouver leurs potes au stade de foot ou au parc ou quoi. Et quand il est 2 heures sur TikTok ou sur Netflix ou sur Fortnite, qu'est-ce qu'il y fait? Avec qui il discute? Parce que il y a 15 jours, à la suite, je fais une petite parenthèse, il y a 15 jours, à la suite des événements à Gaza, on a assisté à du recrutement de type djihadiste sur Fortnite. Donc il y a des gens qui sont intégrés dans le jeu, qui se sont fait passer pour des joueurs et ils ont joué, mais dans le fil de discussion, ils ont proposé aux personnes présentes. Et il n'y avait pas que des enfants, il y avait aussi d'autres adultes. Donc tout est motif à recrutement, tous les lieux sont possiblement risqués ou pas. Faut le savoir pour avoir un minimum d'esprit critique et de recul, c'est ce que j'entendais dans la table ronde précédente, de bon sens. Mais un gamin de 12 ans, du bon sens, c'est pas... Je ne veux pas être vieux con, mais
Enfin, on ne peut pas attendre d'un gamin de 12 ans le même esprit critique que quelqu'un qui en a le double. Voilà. Et donc, c'est à nous, en tant que parents et éducateurs, à les aider à comprendre le monde dans lequel ils vivent afin de l'adapter, leur comportement. Oui, d'ailleurs, tout à fait, non, très bien. D'ailleurs, Tristan, Cyril vient de l'évoquer. Le monde dans lequel on vit, le numérique, il est bien présent. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'on y soit et qu'on laisse aussi nos enfants pouvoir s'exprimer dans ce domaine. Alors, il faut les laisser s'exprimer et de toute façon, ils n'attendront pas notre autorisation. Parce qu'il n'y a pas que la relation micro entre le ou les parents et leur enfant. Parce qu'en fait, il y a aussi tout un écosystème. On peut accéder aujourd'hui aux réseaux sociaux via le téléphone de ses amis. Et on peut l'observer. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire on interdit ou on cloisonne. L'idée est de comprendre en fait comment ces usages du numérique s'expriment, sur quoi ils reposent, pour ensuite mieux sensibiliser, encadrer si nécessaire, et bien sûr prévenir. Parce que c'est pas parce qu'on accède en fait au numérique ou au réseau social en tant qu'adolescent qu'il va se passer des catastrophes. C'est même l'inverse. En fait, l'usage du numérique à l'âge de l'adolescence répond à un besoin social de ces adolescents, un besoin d'émancipation, d'autonomisation, de se retrouver avec ses pairs, de se socialiser à un nouveau groupe. C'est-à-dire que quand on a 12 ans, alors on n'a peut-être pas l'esprit critique d'un adulte, effectivement, mais par contre, quand on a 12 ans, on a peut-être envie de commencer à se détacher du cercle familial qui était toute notre réalité jusque-là, et de commencer à découvrir d'autres mondes, et notamment le groupe de pairs, qui va être un nouveau groupe de référence qui va beaucoup peser dans les années à venir sur nos choix, nos décisions, nos goûts, etc., etc. Et là où il faut faire quand même un petit point sur le numérique, c'est que le numérique n'est pas tout à fait comme ce qui se passe à l'extérieur. Je rejoins sur le fait que les logiques sont les mêmes, sauf que le numérique, en fait, ouvre une porte d'entrée continue et dématérialisée à ces relations. Ce qui a quand même un impact fort, c'est-à-dire que si jamais il y a des problèmes de violence, de harcèlement ou autres, en fait, ces violences, elles perdurent. C'est-à-dire elles ne sont pas cloisonnées dans un contexte physique localisé. Elles sont dématérialisées et peuvent même s'importer jusque sous la couette. Et là, en dehors du regard des adultes, parce qu'on peut parler des parents, mais aussi on peut parler du personnel éducatif qui fait avec les enfants et avec les adolescents. Et donc, c'est important aussi de comprendre la nature particulière que la technologie et le numérique apportent, comment va teinter en fait la technologie ces phénomènes de violence et de harcèlement qui existent par ailleurs dans le monde. D'ailleurs, on pointe souvent les risques pour les adolescents d'usurpation d'identité, de partage de données personnelles à grande échelle dans le monde, un hacker à l'autre bout du monde qui va pouvoir s'approprier des données, etc. Comme dans beaucoup de cas de violence en dehors du cyber, en fait, les premiers risques, c'est l'entourage. C'est-à-dire que les phénomènes de harcèlement en ligne ne sont pas liés dans un premier temps à du harcèlement qui vient d'ailleurs d'un monde inconnu. Ça sort d'abord du cercle proche des groupes de pairs. Et donc, c'est là où aussi c'est très important de bien comprendre ça. Après, ça peut s'exporter et prendre des ampleurs, comme on a vu dans certains cas médiatiques, où là, on a un harcèlement global avec des millions de personnes impliquées, et c'est catastrophique. Mais il y a aussi des adolescents qui se font harceler par 2 ou 3 personnes à l'école, et ça continue en fait en ligne sur certains réseaux, et ce phénomène d'exclusion, de mise à l'écart peut avoir des effets très néfastes. Donc c'est là où il est important vraiment de non seulement comprendre comment le numérique s'inscrit dans la socialisation des adolescents et dans leurs besoins en fait d'autonomisation, de découvrir finalement un nouveau monde, et en même temps de caractériser un petit peu les violences qui existent hors ligne, mais en ligne, parce qu'elles prennent des formes différentes et peuvent avoir aussi un effet boule de neige plus important que dans un monde hors ligne où tout est localisé et cloisonné. Tout à fait, on y reviendra. Moi, j'aimerais bien intervenir, oui, excusez-moi, parce que
Carole, on j'allais te parle- donner la parole. Non, non, Tu mais- vois? Parce que ça me démangeait un petit peu, parce qu'en fait, on présente les choses comme le hors ligne et ligne. Ce qui est important aussi, c'est que derrière, avoir cette notion de l'information qui circule très très vite, la vitesse grand V dans tout ce qui est en ligne, parce qu'effectivement, on faisait le parallèle entre les deux. Donc ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que derrière, l'enfant, parce qu'on parle beaucoup d'adolescents, mais moi j'engloberai l'enfance aussi, hein. Enfance, adolescence et autres, l'information circule vite. Donc effectivement, souvent l'enfant, l'adolescent n'a pas conscience de ça. Donc déjà, c'est un premier fait. Également aussi de savoir ce qu'est l'identité numérique et l'e-réputation, c'est-à-dire qu'en préservant, contrôlant l'identité numérique, de fait, on va soigner l'e-réputation et par là même, on va permettre peut-être qu'il y ait des désagréments comme on parlait de cyberviolence, cyberharcèlement et autres. Ce qui est important, alors j'ai entendu qu'on parlait de la sphère éducative, ça peut être socio-éducative et autres. Il y a des éléments qui sont quand même assez complexes parce qu'il faut toujours partir de la cible, c'est-à-dire de l'enfant, hein, avec tout son écosystème, tout son environnement, parce que là on est en train de parler de peut-être de parents, hein, dans la salle qui sont responsables, qui accompagnent leurs enfants et autres. Il faut derrière savoir aussi le milieu dans lequel l'environnement de l'enfant, l'environnement de l'adolescent, il peut être dans un foyer, il n'a pas de parents. Voilà, même jeune. Donc derrière, effectivement, il y a les éducateurs et autres qui doivent eux-mêmes être sensibilisés par rapport aux premiers gestes, aux gestes de base, pour expliquer à un enfant, à un adolescent ce qui est important, comment il doit faire attention sur le net, le numérique, les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il ne le sait pas d'emblée. Il n'a pas du tout été sensibilisé, préparé à ce qu'il peut trouver, les contenus. Donc je parle toujours d'enfants adolescents, ça c'est important. Au niveau des établissements scolaires ou autres, la sensibilisation de la sphère éducative, ça c'est fait par, il y a Génération Numérique et d'autres, un accompagnement par rapport à ça, par rapport à, en fait, à tout cet aspect sensibilisation, un essaimage, des ambassadeurs, un apprentissage entre pairs. Et puis derrière, c'est le premier niveau. Et que l'enfant, l'adolescent, on parle relation parent-enfant. Ok, très bien. Des fois, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue. Donc il faut qu'il puisse échanger quand il y a un problème, une difficulté. On parlait d'harcèlement. Qu'il puisse échanger avec des amis, qu'il ait confiance avec un relais éducatif. Et puis également, bien sûr, les parents. Ça, c'est important. Donc il y a ce sentiment de confiance. J'ai mené une expérimentation en interne, hein, sur des faits, voilà, je ne peux pas dire tous les détails et ni ma structure, mais on a mené avec une équipe éducative toute une expérimentation et un scénario sur le cyberharcèlement. Donc on a créé quelque chose à partir de vécu réel, concret. Donc ça, c'est important de le savoir. Il y a vraiment ce barrage, hein, de la part des enfants, cette peur. Moi, je voulais juste indiquer que j'ai pris des éléments de la CNIL. 82% des enfants entre 10 et 14 ans vont sur Internet sans accord des parents. D'accord. Je voulais aussi dire 170 000 enfants par an dans le monde vont sur Internet pour la première fois. Donc, je voulais déjà vous donner ces chiffres-là. Donc, c'est vrai qu'il y a cette prévention, cette relation de confiance qui doit être installée avec l'enfant et l'adolescent, avec un référent adulte, etc., pour justement l'amener à mieux contrôler, mieux connaître son identité numérique, mieux la préserver, savoir comment la préserver. Des gestes de base, ça c'est hyper important. Nous, c'est vrai qu'on agit là-dessus avec nos ateliers au niveau du CEF6 en sensibilisation, mais pas que. L'idée, c'est vraiment tous les endroits où se trouve l'enfant, l'adolescent, d'avoir des points de relais pour justement, pas à pas, chacun à notre niveau, les accompagner pour qu'ils puissent se prémunir contre tout ça. Que ce soit la cyberviolence, parce que, comme le disait Cyril, il y a tout type, hein, cyberviolence, cyberharcèlement, etc. Mais c'est de la cyberviolence et on pourrait en parler. Et ce n'est pas le sujet, parce que... Pourquoi ce n'est pas le sujet de trop développer? Parce qu'on devrait être accompagné aussi de psychologues là-dessus. Parce qu'il y a des effets aussi
On parle des réseaux sociaux, c'est bien, ils doivent sociabiliser. A contrario, certes, ils doivent sociabiliser, mais de l'autre côté, ça peut ternir aussi leur image de soi, c'est-à-dire leur estime de soi. Il peut aussi y avoir, à contrario, cette idée de vouloir se comparer. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, c'est du virtuel. Donc ils sont dans un monde virtuel. Ils veulent rejoindre un groupe, ils veulent paraître. C'est du virtuel. Je suis désolée, il y a un humain derrière, mais on est dans un univers virtuel. Il y a une virtualisation du monde de l'existence par les réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai que c'est important. Moi qui suis dans le domaine du digital, je vois vraiment cette virtualisation. Après, derrière, il y a toujours effectivement l'humain, il y a un échange entre personnes, mais effectivement, ils vivent dans un monde qui va être un monde un petit peu parallèle. Je suis désolée effectivement d'affirmer ça, mais on est vraiment dans un monde parallèle, donc ils vivent leur ambiance, leur univers. Je donne un exemple, on est sur Instagram, hein, on va derrière, on a des vacances, super, alors on va juste montrer une image, on est dans un endroit super génial, etc. Donc on va renvoyer l'image à l'autre d'une certaine compétition. En fait, on est bien, on vit bien, on a une superbe vie. Donc l'autre, il va vouloir aller dans ce monde-là, vivre la même chose, etc. Donc ça l'incite à faire mieux. Et après, il peut être dans une forme d'isolement et il va devenir accro, dépendant. Ah ben si, je peux dire ça. Attends. Ah désolé, je Non, peux dire alors ça. justement, on en discute, Cyril. Non. Ah si. Ah bah non. Ah bah non. Ah si. Parce que l'addiction aux écrans, elle n'a pas été démontrée, d'une part. D'autre part, vous parlez de virtualisation, mais vous donnez un exemple en disant il voit des images de vacances ou d'un modèle magnifique. Bah, c'est en rien virtuel. Il y a bien quelqu'un qui est parti en vacances. En revanche, qu'il se projette et que ça joue sur son estime de soi en disant waouh, cette photo elle est magnifique, cette gonzesse elle est magnifique, elle a un super maquillage, j'aimerais lui ressembler. Oui, il y a des problèmes de confiance en soi et la plainte de 42 États américains la semaine dernière contre Meta pour. C'est quoi les termes? C'est un peu parce qu'il Meta, à travers Instagram et Facebook principalement, est accusé le groupe de nuire à la santé physique et mentale des utilisateurs. Chose compliquée. C'est là où c'est pareil. Si vous ne vivez que dans la projection des téléréalités, vous allez trouver qu'ils sont tous magnifiques, ils ont des corps magnifiques, ils sont pas particulièrement intelligents par contre. Mais physiquement, ils sont beaux. Et on aurait presque envie de leur ressembler, sauf que ça représente une part infime de la population, et puis on va pas tous se ressembler, c'est bien un peu de singularité. Mais un enfant, un ado qui est en train de se construire, lui, il va dire bah, je veux être comme ça, je veux être le youtubeur qui va gagner des millions, je veux être ça. Ce sont des modèles qui leur sont offerts, mais des modèles qui sont en rien virtuels. Il y a des gens derrière. Et après, que vous me disiez que ça soit numérisé et que ça se réalise dans un monde qui n'est pas celui où on est là, mais quelle est la différence avec l'entremise d'un écran? Il n'y en a pas particulièrement, psychologiquement, socialement. Je n'ai pas dit que les personnes n'étaient pas réelles, celles qui échangeaient. On est bien dans une représentation d'un univers, en fait. Hein, un petit peu, voilà, un petit peu... Oui. C'est une projection. Alors, on a des questions. Allez. Bonsoir. Donc moi, c'est pas tout à fait une question, mais c'est lorsque les parents sont en difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'interviens, je suis un juge administratif et je viens de contribuer à un livre blanc sur des questions qui sont liées sur les violences faites aux mineurs et en particulier sur Internet. L'association, c'est Point de Contact qui relaie le ministère de l'Intérieur. Donc moi, pour ceux qui ne connaissent pas Point de Contact, c'est l'occasion d'en parler parce que ce soir, on se fait peur, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. Et Point de Contact a rédigé un livre blanc pour aussi tous ceux qui sont en difficulté, alors parents, professeurs, comment on signale, comment on aide à prendre en compte et en charge un adolescent, un plus jeune, parce que les mineurs qui sont l'objet de violences sont de plus en plus jeunes, voire très jeunes. Ça peut paraître très, très choquant, mais c'est le cas. Voilà, donc c'est juste pour croiser les regards et inviter à regarder ce que propose Point de Contact, qui est une association aussi,
avec des professionnels, des psychologues, et puis derrière des praticiens, des magistrats, des policiers, qui peuvent aussi aider à porter plainte, le cas échéant. Voilà, simplement. Alors, Non, et puis je rajouterai aussi des gendarmes. On a oublié, Oui, les policiers et gendarmes. Voilà. oui, alors Une réaction. C'est très bien que vous l'ayez signalé, hein, je l'aurais mentionné parce que effectivement je suis allée un petit peu voir dans le détail en fait ce que voilà, que vous proposiez, et je trouve que c'est assez intéressant de l'avoir mentionné par rapport à toutes les actions que vous pouvez mener, et puis également sur tout ce qui est contenu illicite en fait, le signalement de tous les contenus illicites en anonymat par des enfants adolescents. Et derrière, il peut y avoir un échange, vous me trompez, si vous me dites si je me trompe, un échange avec justement les plateformes numériques pour qu'elles puissent retirer tous ces contenus illicites. Justement, du coup, c'est un peu toujours dans le thème. C'était le grooming des personnes qui vont approcher, et souvent ce qu'ils vont cibler, c'est des personnalités qui sont en difficulté, qui vont avoir des difficultés. Et ce que je trouvais bien tout à l'heure, c'est ce quand vous disiez que c'était d'éducation, de mécanismes, enfin éducation, pas au sens parent, mais de la société, etc. Parce que, alors, du coup, je commence à me faire vieille, mais j'ai connu Caramel, qui étaient les premiers hommes, voilà. Ouais. Et il faut savoir que les premières personnes, enfin les premiers actes de malveillance que j'ai pu connaître sur Internet, c'était du coup la pédocriminalité qui essayait de s'infiltrer dans les forums de discussion chez les adolescents et chez les enfants. Et à l'époque, on n'avait pas de structure, on ne parlait pas du numérique, et on a survécu. Parce que, pour certains, d'autres se sont fait avoir, mais parce que, justement, il y avait aussi cette transformation de la criminalité vers le numérique, et il y a un certain socle, peut-être, éducatif. C'est là où, aujourd'hui, peut-être plus d'accompagnement, parce qu'il y a un phénomène de massification, et pour des difficultés, qu'il n'y aurait pas de point de relais, peut-être, pour pouvoir les accompagner. C'est un combattant, j'ai l'impression. On est en train de. Alors, avant de passer la parole à Steph, je voulais juste revenir, Cyril, sur un truc que tu as dit qui m'a bien parlé. Ah bah oui. Hein. Je commence mon stand-up aujourd'hui avec vous, alors c'est ça. Voilà, pas plus de 13 ans. Ouais. Plus de 13 ans. On peut rigoler. C'est comme pour les sites porno. Est-ce que vous avez plus de 18 ans? Hein? Bon. Je reprends aussi tout ce qui est les systèmes de contrôle parental. Je vois par exemple l'exemple de YouTube. Moi, j'ai un petit-fils qui a 7 ans, il est sur YouTube tous les jours. Hein, à son âge, c'est YouTube Kids. Voilà, alors c'est YouTube Kids. Nous, on lui a imposé YouTube Kids, mais même quand c'est sur YouTube Kids, il y a des pubs. Ouh. Bon. Mais il n'y a pas de pub normalement sur YouTube Kids. C'est ce qui nous avait été vendu au départ. Ben voilà. Donc, j'étais au lancement de YouTube Kids et on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de pub, ça sera un environnement sécurisé, etc. Bien. Tristan, vos réflexions par rapport à ce qui vient d'être dit. Et après ça, Steph, je te donne la parole et on enchaîne. Non, mais encore une fois, je pense qu'il est important de vraiment comprendre ce qu'est le numérique aujourd'hui pour les ados. C'est-à-dire que c'est intéressant ce lien avec Caramel parce qu'effectivement, enfin, en tout cas, les personnes de notre génération, je m'identifie à votre génération, connaissent tous Caramel et donc toutes les dérives qui pouvaient être liées. Mais je pense qu'il est important de comprendre que notre enfance et notre adolescence s'est déroulée dans des contextes relationnels très différents. Et en fait, aujourd'hui, ce process en fait la socialisation adolescente, c'est aussi la recherche de sa singularité. Et en fait, paradoxalement, la recherche de cette singularité, elle s'exprime dans une forme de conformisme au groupe de pairs. C'est-à-dire qu'on cherche son groupe de pairs, on recherche son identité personnelle dans, finalement, un groupe qui nous ressemble et avec lequel on peut partager des similitudes, des expériences communes, des goûts particuliers. Enfin voilà, donc tout ce partage-là. Et en fait, c'est assez paradoxal, parce qu'en fait, on se construit en tant qu'individu unique, mais dans un groupe qui se veut presque uniforme, puisque à partir du moment où on commence à rentrer en contradiction avec ce groupe, donc on ne se conforme pas, alors on peut subir derrière le rejet, la stigmatisation, etc.
je ne suis pas en train de parler de cyber, vous voyez. Là, je parle juste de logique adolescente, de socialisation. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on voit l'évolution du numérique, c'est-à-dire le numérique aujourd'hui comparé à ce qu'il était avant, c'est que aujourd'hui, le conformisme en ligne est d'autant plus fort. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait, passer des heures et des heures en ligne en ne consultant des informations et des contenus qui ne concernent que nous ou notre groupe ou notre manière de voir ou nos goûts. Et ça, en fait, mine de rien, le numérique a un impact sur la manière dont on, finalement, construit notre singularité dans ce conformisme. C'est qu'on a moins d'expérience d'ouverture à ce qui existe autour. C'est-à-dire que ça intensifie, finalement, cette recherche de conformité. Et en fait, ça nous est même suggéré. Donc là, je parle de l'adolescence, on pourra aussi en parler pour les adultes au niveau de l'information, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, en fait, il faut bien comprendre que ce lien entre le réel, ou en tout cas la socialisation peut-être d'enfants il y a 30 ans et même avant, qui était une socialisation qui s'exprimait à l'extérieur, à la rencontre des autres, dans des lieux physiques, et aujourd'hui, et je vous rejoins, sur des lieux dématérialisés, en ligne, où les choses vont beaucoup plus vite, et où malgré tout, ça va avoir un impact après dans le réel. Et j'aime pas utiliser le terme dans le réel parce qu'en fait, en ligne, c'est le réel. Et en fait, c'est cette espèce de continuum entre le en ligne, hors ligne, qui peut avoir des impacts dans un sens, mais aussi dans l'autre, et qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est pour ça que, après, voilà, je suis sociologue et je tiens ce discours, c'est normal, mais je pense qu'il faut vraiment inscrire les pratiques numériques, la réflexion sur les violences, et la construction de l'enfance, de la personnalité de l'enfant et de l'adolescent avec du recul pour ensuite voir comment les différents facteurs interagissent et génèrent en fait les phénomènes et les risques que là on est en train de pointer du doigt. Il y a beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, on pourrait parler de la structure familiale aussi qui peut rentrer en ligne de compte, mais c'est pas qu'une question de est-ce qu'il y a de la communication entre les parents et les enfants, est-ce qu'on est une bonne famille ou pas. L'idée n'est pas de mettre un jugement de valeur, mais plutôt de voir par exemple est-ce que la structure familiale augmente le risque d'exposition, enfin la probabilité d'exposition à certains risques ou non. Et donc, quand est-ce que, en tant que professionnel ou d'adultes par ailleurs sensibilisés à ces questions, quand est-ce qu'on peut intervenir, quand est-ce qu'on doit s'alarmer quand il se passe quelque chose, quand est-ce qu'on doit s'informer. Voilà, c'est un petit peu tous ces éléments-là qu'on doit prendre en compte, tous ces facteurs, pour savoir comment on doit jouer, quelle sensibilisation, parce que c'est pareil, sensibiliser les jeunes, oui, à quoi, comment, à quel moment, l'irréputation, enfin, je trouve que c'est très intéressant ce que vous proposez en termes de protection et de sensibilisation, mais l'irréputation, on peut comprendre le concept, mais quand on est en train de bâtir sa réputation en tant qu'adolescent dans un groupe de pairs définis qui définit ses propres normes, qui peuvent être en contradiction totale avec les normes que l'on peut avoir à la maison ou à l'école, ben là, en fait, il n'est même plus question de est-ce que je sais quelle est mon irréputation. C'est déjà quelle est ma place dans le groupe que j'essaie de rejoindre ou la place que j'essaie de garder dans le groupe dans lequel je me socialise. Et, ouais. Et ça, c'est très important parce que ça rentre vraiment en contradiction en fait, entre l'éducation qu'on aimerait apporter à nos enfants et la manière dont eux, ils ont cette recherche, cette envie de devenir... pour faire une mauvaise paraphrase, la personne qu'ils sont. Voilà. Mais en gros, c'est un petit peu ce combat-là qu'il faut accompagner et comprendre pour ensuite intervenir de la manière la plus juste et adaptée possible. Voilà. Alors, merci. Je vous ferai 2 remarques avant d'enchaîner sur le jeu des questions-réponses. La première, c'est que ça fait 10 minutes qu'ils sont d'accord. Donc ça y est, on est bon, ça va. Bon, c'est dommage pour le spectacle. C'est pas fini, hein. Mais c'est pas fini. La seconde remarque, c'est que bon, on a préparé cette table ronde, hein. On a évoqué un certain nombre de sujets. Je laisse libre cours à vos questions. Je pense que c'est ça aussi qui est essentiel, c'est qu'on puisse partager ensemble, puisse partager avec vos inquiétudes. Et du coup, Steph a une question à poser. Alors, c'est plus qu'une question, c'est un ressenti. Voilà, un petit ressenti. En gros, tout ce qui se passe actuellement dans cet environnement numérique, les jeunes ne se le permettraient pas dans la vie réelle.
C'est clair, c'est net, on l'a constaté nous lors de nos ateliers. Et j'ai une autre problématique, c'est que quand il y a eu le fameux confinement, il y a presque 4 ans, les familles ont éclaté, littéralement. Pourquoi? Parce que les gamins ont recréé leur vie comme ils ne pouvaient pas sortir. Ils en ont profité, entre guillemets, pour s'éclater, s'inventer une vie qu'ils n'avaient pas, malheureusement, pendant ces quelques mois. Et les parents, de leur côté, bah, souvent, ça a explosé, ça a éclaté. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les familles. Et l'enfant a récupéré, à cette époque-là, un pouvoir sur le numérique qu'il n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'on a segmenté les marchés. Les parents sont de leur côté sur leur tablette devant la télé et les gamins sont dans leur propre vie avec leurs collègues d'école ou de la rue, de l'immeuble, du quartier. On reconstituait ce qu'on faisait nous avant, quand on était ado, on tournait avec le vélo dans le quartier, dans la rue, tout ça. Bon, ils l'ont refait numériquement parlant. Mais par contre, le gros problème, c'est qu'avant, quand il y avait des souffres-douleurs, le souffre-douleur, il était ponctuel. On l'oubliait quand on rentrait à la maison. On n'y pensait pas. Là, maintenant, le souffre-douleur, il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour eux, c'est vraiment très difficile. D'où l'accompagnement au numérique pour éviter toute dérive. Voilà, c'était mon petit avis. Merci Steph. Quelqu'un qui veut réagir? Ouais. Je ferai juste une remarque quand même, c'est que... Oui, il y en a d'autres, mais attends, non, mais tu peux réagir. Je réagirai juste un truc, c'est qu'il a évoqué la tablette, sauf que les gamins, ils se sont attribués la tablette. Non, c'est plus les parents. Une réaction? Oui, alors je ne suis pas sûr que la bascule se soit produite au niveau du Covid. C'est pas dans tout. C'est pas dans toutes les familles, de toute manière, qu'il y avait une discussion autour de l'outil et de l'utilisation. On avait déjà les enfants d'un côté, et puis même, franchement, un ado, ça vit seul dans sa chambre, quoi. Ça n'a besoin de personne, ou pas long, enfin pas tout le temps. Du moment qu'il a une connexion, il est heureux, l'ado. Mais donc, je pense que c'est une des solutions, c'est justement, on a un écran, des écrans. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais, et comment on s'y retrouve. Ça permet aussi d'échanger sur des comportements à adopter de manière citoyenne, que ce soit en ligne ou hors ligne. Alors, la question de ce souffre-douleur, donc ce qu'on appelait la tête de Turc, donc le harcelé, c'était le point qui était soulevé tout à l'heure, à savoir que maintenant, il n'y a plus de rupture géographique, de temps, etc. Moi, ce que je voulais revenir, c'est sur la pornographie. Il y a un truc sur la pornographie, sur le contrôle parental. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Alors, nouvelle loi qui est en cours, là, c'est SREN, c'est que je sais plus, sécuriser et réguler l'espace numérique, qui a vocation à installer par défaut un contrôle parental sur tous les équipements. J'avais le mot en anglais, mince, flûte. Les équipements. Alors, l'idée, ok, peut-être intéressante, mais moi, ce que j'ai rappelé, c'est qu'en 2004, il y avait déjà la loi qui s'appelait LCEN, la loi dans la confiance dans l'économie numérique, qui imposait aux fournisseurs d'accès à Internet de proposer un contrôle parental sur l'ordi. Il y a 20 ans, il n'y avait pas trop de tablettes encore, et pas beaucoup de smartphones. C'était ordi. Mais on a eu quoi en résultat? 3 ou 4% des parents ou des familles qui ont installé ces logiciels, qui ne les utilisent pas. Alors après sont arrivés les familles En fait, je crois d'ailleurs que ceux qui l'ont installé ont demandé à leurs gamins comment ça marche. Non, puis même pire, moi je me souviens des problèmes de compatibilité, ça ne marchait pas avec le contrôle d'Altis ne fonctionnait pas avec MSN Messenger. Enfin bon, voilà, c'était une usine à gaz. Bon, ça s'est amélioré quand même techniquement, il n'y a pas à dire, mais c'est bien d'avoir des outils, mais encore faut-il les comprendre et les utiliser et les configurer correctement. Pas mettre le mot de passe, et là on part sur des données, le mot de passe avec le prénom et la date de naissance du petit dernier, parce que bon, c'est pareil, il y a des tutos sur YouTube pour péter des mots de passe, et les enfants et les ados sont friands. Donc on a un environnement qui existe, qui est complexe, mais on a aussi pas mal de solutions qui sont à notre portée, en tout cas pour nous faciliter la vie. Alors, il nous reste 10 minutes, parce que je sais qu'il y a des priorités aussi. Alors, on va jouer les questions. J'ai 3 questions. Alors, merci. Moi, cette table ronde me touche beaucoup parce que j'ai 3 petites filles. Donc, j'en ai une de 2 ans, une autre de 7 ans, une autre de 8 ans. Effectivement, j'essaye vraiment, moi, d'être totalement détachée par rapport à l'image que je donne à mes filles, en fait, pour leur montrer que je n'utilise pas
beaucoup de réseaux sociaux. Je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Twitter, je ne suis pas toujours devant l'écran devant elles. Donc j'adore le jardinage, je leur montre une autre image. Donc la première, la plus grande, a compris en fait qu'il fallait qu'elle utilise un avatar. J'essaye de les sensibiliser, j'essaye de tout bien faire, même à l'école. J'interdis, alors qu'elle me le demande maintenant, un téléphone. Donc j'essaye d'attendre cette phase un peu fatidique. Et il s'est avéré qu'une fois, ma plus grande s'est fait filmer à l'école par une adolescente animatrice, et que ça a été elle qui a dit à la dame de ne pas la filmer, qu'elle n'avait pas le droit. Donc moi, ce que j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est est-ce que même au sein de l'éducation nationale, il y a des règles qui peuvent être imposées pour que ce genre de dérive ne se passe pas? Parce que c'est très très difficile quand on essaye de tout bien faire à la maison. Souvent, moi je suis dans un quartier difficile, donc derrière il y a plein d'ados qui gardent nos enfants et qui ne sont pas les meilleurs exemples possibles. On voit tout de suite les dérives. Voilà. En fait, si je peux répondre un petit peu, alors c'est peut-être pas une réponse, c'est un peu délicat, mais effectivement, il faut qu'il y ait au niveau des structures, en fait, une volonté de travail conjoint entre les équipes éducatives et les directions pour contrôler. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai eu de remontées quand je parlais de la vidéo qu'on avait faite à partir d'un scénario avec les équipes éducatives par rapport à des situations vécues. C'est assez éloquent et ça allait très très loin, hein, jusqu'à des jeunes filles qui se faisaient filmer dans les toilettes. Donc d'où la nécessité finalement de renforcer de plus en plus, de contrôler, d'être vigilant. Alors c'est vrai qu'il y a tout un travail qui est fait parce qu'on aura beau dire, on accompagne, on sensibilise. L'essentiel aussi, c'est d'amener toutes les parties prenantes au niveau éducatif, au niveau scolaire, mais pas que scolaire. Parce qu'on parle beaucoup de l'enceinte de l'école, mais le périscolaire. Et puis toi, tu parlais, et c'est intéressant parce que depuis un petit moment, j'entends beaucoup parler d'enfants, adolescents, etc. Moi, je vais parler de très jeune âge jusqu'au lycée ou autre, etc. Parce que derrière, même dans les centres aérés ou autres, c'est tout ça où il faut petit à petit avoir un projet, je dirais même d'établissement, pour justement bien suivre, bien contrôler, bien alerter, bien être au fait. Par exemple, on a évoqué le cyberharcèlement. Bien souvent, dans pas mal d'écoles, d'établissements, il n'y a pas, par exemple, l'information sur un numéro, le numéro 1018, qui est la plateforme quand on est cyberharcelé. 30, 18, excusez-moi, 3018. Non, mais 3018, on peut se tromper sur les... Voilà, 3018. Donc c'est vrai que c'est important de donner ces informations et puis d'avoir ce projet éducatif et d'établissement, ce qui n'est pas toujours le cas en fait, dans les faits réels, parce qu'on peut donner un monde utopique, mais dans la réalité c'est vrai, maintenant on a beau en tant que parents peut-être sensibiliser ses enfants, mais dans les faits, et puis, moi, je voulais aussi insister sur le fait, donc on parlait tout à l'heure au niveau sociologique de l'environnement de l'enfant et de l'adolescent, au niveau de la structure familiale. Et ça, je pense que c'est un point important à soulever parce que ici présent, je pense que les personnes ici présentes sont quand même bien informées du numérique ou sensibilisées au numérique. On a toute typologie, tu disais, je suis dans un quartier un peu sensible et autres. C'est vrai que là, c'est un point important parce qu'il faut aussi arriver à cibler ces familles, cibler ces parents aussi, pour les amener à avoir de bons gestes. Moi, j'ai eu, alors aussi dans une famille éduquée, et j'ai vu des enfants de 3 ans, les grands frères et grandes sœurs les faisaient aller sur TikTok, leur montrer TikTok, des contenus quand même qui peuvent être, il y a le côté ludique, mais aussi le côté très violent.
Et c'est vrai que là, derrière, pourtant, voilà, hein, des personnes qui sont quand même assez sensibilisées au numérique. Donc pourquoi il y a ce fossé, pourquoi il y a cette erreur du fait qu'un enfant très très jeune, de 3 ans, puisse être directement, qu'on lui montre directement. Donc ça veut dire derrière qu'il faut qu'il y ait un contrôle beaucoup plus important de la part des parents, et puis tous les parents, essayer d'arriver à sensibiliser tous les parents. Ce que tu dis est extrêmement important et je te remercie. Je me permets d'accélérer un petit peu parce qu'on a encore 2 questions avant la fin et je ne sais pas si je vais pouvoir prendre la vôtre, mais on va voir. Vite fait alors. Moi, je voudrais dire quand même, s'il ne prend pas la 3e question, c'est pas sympa. Merci Cyril, merci Carole et Tristan. Moi, je voulais... Alors, très vite, on parle beaucoup de la protection des mineurs, etc., mais on ne parle pas souvent de l'exemplarité des parents. À 3 niveaux, en fait. Celui que nous faisons depuis pas mal d'années, en tout cas, je parle des parents de notre génération, où on a notre portfolio d'enfants depuis 2009, voilà, qu'on garde toujours avec nous et qu'on n'ose pas supprimer ces photos-là. Arrivé au collège, ça devient compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a des pratiques chez les jeunes où de plus en plus, ils vont chercher les photos des copains, des parents, ce que nous, on a dans nos réseaux à nous, en tant que parents, pour porter atteinte à leurs copains. Ça, c'est un premier point. Le deuxième aussi, c'est la photo des enfants. Donc, la photo des enfants en tant que parents, l'exemplarité des parents. Si on interdit nos enfants à avoir des photos d'eux, est-ce que nous, on est autorisés dans ce cas-là à prendre des photos d'eux et à le poser sur les réseaux sociaux ? Et la troisième, l'exemplarité des parents concernant le fait qu'ils ne soient pas présents sur les réseaux sociaux, qu'ils sont complètement réfractaires et qu'ils ne souhaitent pas forcément donc apporter cette vision, ces outils qui de toute façon vont être amenés tôt ou tard à être utilisés, que ce soit de manière même avec Classly ou avec d'autres, ou en tout cas voilà. Réponse. Alors, attends, il y a une question qui est liée. Un peu plus cash. Je me suis mis en pause. Je me permets, parce que tout à l'heure, Cyril, tu as dit on laisse pas traîner ses enfants à 22h dans n'importe quel quartier. Mais quand tu as des parents qui sont dépassés, donc clairement qui s'en fichent et qui pensent que leurs enfants savent mieux qu'eux, donc eux, ils n'allument même pas l'ordinateur. Moi, j'ai des potes, c'est leur gamin de 8 ans qui installe la box. Donc le contrôle parental, quand c'est les gamins qui l'installent, que les parents ne sont pas capables de vérifier. Donc ça va un petit peu plus loin, mais ça va dans le même sens. Et du coup, la conférence, c'est quand même comment protéger sa vie privée. Et moi, j'ai vu plein de trucs intéressants. Le point de vue sociologique, j'ai adoré. Surtout la comparaison entre le groupe de référence et les valeurs du groupe de référence de l'enfant et les valeurs du groupe d'appartenance des parents, qui ne matchent pas toujours. À 14 ans, se prendre une cuite en photo avec les parents, c'est sympa. Avec les copains, c'est sympa. D'un point de vue adulte, ça l'est beaucoup moins. Donc en fait, ma question, elle est toute simple. C'est qu'on prêche un petit peu pour notre paroisse. On est tous sensibilisés ici. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser les gens qui s'en fichent? Ouais, c'est ça. Parce que comment... Alors, c'est le trou dans la raquette de la politique, d'une manière générale, depuis 20 ans, c'est l'adulte. Et pas que parents, parce que je suis d'accord, il y a les éducateurs, en fait, l'entraîneur sportif, le prof de danse, le ou la prof de danse, peu importe, en fait, c'est tout ce monde qui gravite autour de l'enfance qui contribue à son éducation. Et on a toutes les difficultés du monde à mettre des gens dans une salle ou en visio pour pouvoir leur donner des conseils, faire en sorte que ce ne soient pas les enfants qui prennent la place des parents, qui décident des règles, qui mènent la barque. Ça reste à l'adulte de fixer des règles, même si elles sont convenues. Pardon ? Mais pour moi, j'ai pas de réponse. Moi, j'ai pas de réponse. J'ai absolument aucune réponse. Le souci, c'est on ne peut, si on ne passe pas par en fait, il y a un environnement éducatif. Si le parent est absent d'une manière ou d'une autre, il y a d'autres éducateurs, potentiels, et autrement, c'est avec l'enfant en direct. Il aura une partie du message qui passera. Il ne sera pas répété le soir quand il rentrera chez lui, mais enfin, il en aura déjà une partie. Nous, c'est ce qu'on fait en classe. On voit 100 gamins. Oui. Très bien. Les parents, on ne voit pas 100 parents le soir dans un bahut. Il faut... On va se dépêcher, oui. Je suis assez d'accord avec ce que dit Cyril, mais tout simplement... oui, j'ai obligé. Tout simplement... Le problème. Attends, il a besoin de partir. Oui.
Mais J'ai prévenu qu'on terminerait un petit peu plus tard, mais bon, alors, il faut que... c'est vrai oui. que c'est compliqué de faire quelque chose contre la démission des parents. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est un enfant, il va côtoyer certains milieux associatifs, sportifs, etc. Donc il y a des moyens de pouvoir intégrer et d'essayer de sensibiliser dans ces sphères-là qui touchent finalement l'enfant. Donc par ce biais-là, c'est vrai qu'on ne peut pas réussir à 100%, mais au moins peut-être que petit à petit, on va arriver à des améliorations. Donc c'est pour ça que nous, on parlait, quand on a présenté tout à l'heure notre programme, on parlait à la fois du milieu scolaire, mais également toutes les associations socio-éducatives, toutes les associations d'insertion par l'activité économique, sportive. Donc si nous, effectivement, on nous demande d'intervenir, il va y avoir un certain nombre de groupes d'enfants, etc., et bien à un moment donné, il va y avoir l'enfant aussi, on peut lui donner le fait de pouvoir absorber un certain nombre de choses. On sait très bien qu'un enfant, c'est une éponge. Et derrière, il va aussi se dire, bon, à un moment donné, il va faire sa propre analyse et se dire, bon, ben, finalement, ce qu'on m'a dit, c'est intéressant, peut-être que je vais le mettre en application, même si ses parents sont démissionnaires. Donc je pense qu'il n'y a pas de réponse à 100% à ta question, mais voilà, c'est peut-être une réponse qui peut être possible. Tristan, tu veux intervenir également ? Oui, mais en fait, pour redire qu'il n'y a pas de solution miracle à cette question. On va passer à la question mais suivante. Mais peut-être la question suivante, et moi après j'ai des éléments sur lesquels j'aimerais revenir, et notamment l'intervention de Stéphanie. Tout à fait. Pour les membres du CEF6, je voudrais juste vous dire qu'il se passe un truc remarquable actuellement. C'est que je suis en train de bloquer Nassira, je ne veux pas qu'elle pose sa question. Donc Nassira ne posera pas sa question ce soir. Vous avez une question ? Ça va être très bref. Moi, en tant que parent de 2 ados, 14 et 16, je suis preneuse d'une solution de contrôle parental efficace. Family Link, j'ai réalisé que il me le craquait. Bref, si vous avez une solution à proposer, je suis preneuse. Le meilleur contrôle, c'est vous. Ouais. Oui. Alors, la question, elle est parfaite. Non, mais la question, elle est parfaite. C'est difficile d'aller fouiller dans le téléphone de son enfant. Ça, c'est de l'espionnage. Pardon. Donc, c'est pour ça. Mais autant je pense que vous êtes mieux qualifié que moi pour conseiller sur ces questions-là. Moi, c'est pas sur la question du contrôle parental, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cet âge-là, les adolescents, je pense qu'ils sont très forts pour pouvoir dissimuler ce qu'ils ont à dissimuler et le faire dans les endroits, matériels ou non, qu'ils souhaitent pour le faire. Et ça, c'est quelque chose... c'est difficile en fait de vouloir le contrôler, ou alors on serait dans une société orwellienne, etc. Bon bref, n'allons pas là-dedans. Ce n'est pas possible, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un espace recherché par l'adolescent, et encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais qui s'inscrit dans la construction de sa personnalité, et où il va pouvoir finalement exprimer sa singularité et les choses qu'il ne pourrait pas faire avec ses parents ou en public, etc. Ça rejoint malgré tout ce besoin de sensibilisation. Alors, il y a deux choses. Il y a la question que le contrôle, ce n'est pas qu'un contrôle parental. Et contrôle, c'est peut-être un mot fort, mais il y a aussi la question de relais. C'est-à-dire que les relais ne sont pas forcément que des adultes. Les relais peuvent être aussi les pères. C'est-à-dire que, et les relais peuvent être aussi des adultes qui ne sont pas les parents, qui peuvent être en lien avec les pères de l'enfant. Quand je dis les pères, P-A-I-R-S, c'est-à-dire par exemple les amis qui peuvent être des bons relais pour alerter sur des comportements, des risques, etc. Et donc ensuite faire toute une chaîne. Donc finalement, la construction d'une chaîne de confiance entre des adultes, des enfants, etc. peut peut-être être un élément de solution, même si, encore une fois, c'est adapté à des configurations et à des situations particulières. Donc c'est pas forcément une solution miracle. Mais je voulais quand même ajouter deux éléments dont on n'a pas discuté. En tout cas, j'en ai pas parlé avant. Mais il faut bien prendre conscience que les violences, le numérique en fait permet, et notamment Internet, les réseaux sociaux, permet en fait aux adolescents d'avoir des comportements totalement désinhibés.
bien plus que hors ligne, en fait. Et voilà, je voulais rebondir sur ce que Stéphanie disait tout à l'heure, parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils s'exposent d'autant plus à des risques, puisque qui dit désinhibé dit peut-être partage plus important de l'intimité, donc plus de contenu sujet à polémique, repartage, et donc, bref, effet boule de neige, et donc exclusion derrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, on avait dit que c'était la thématique Halloween tout à l'heure, mais ce sont les jeunes filles qui sont plus ciblées par ces risques-là. Et donc, c'est aussi important de le prendre en compte. Et non pas pour dire que il faut encore plus cloisonner les filles. C'est pas ça la question. C'est juste de bien prendre conscience des mécanismes autour de la construction aussi genrée des adolescents. Et en fait c'est quand on parle de politique et peut-être de trous dans la raquette, etc., c'est pas qu'en fait on a mal fait la loi ou qu'on a oublié des choses. Non, c'est qu'il faut bien prendre en compte le phénomène des violences et de la socialisation adolescente dans un contexte plus large. Les violences en ligne ne sont pas des phénomènes individuels isolés du fait d'enfants ou d'adultes malades qui se comporteraient d'une manière un peu étrange, comme on aimerait nous le faire croire pour nous rassurer. Les violences font partie de la société, font partie de notre fonctionnement normé, en fait. C'est-à-dire que c'est une expression, en fait, de notre manière de vivre, de nos modes de vie. Et donc ces violences entre adolescents ou d'adultes envers les adolescents ou entre groupes, etc., font partie directement de l'expérience de vie de ces adolescents. Et donc déjà en acceptant cette première chose, peut-être qu'on peut travailler ensuite à déconstruire ou en tout cas à prévenir les mécanismes et les engrenages de ces violences qui, de toute manière, existeront encore demain. Et donc, on peut prévenir, on ne peut pas tout prévenir à 100%, et quand elles se produisent, on peut intervenir. Parce qu'il faut savoir aussi que ces violences, elles peuvent intervenir une fois, mais elles peuvent aussi intervenir de manière répétée et continue au fil des années. Tout à l'heure, on parlait d'enfants d'école primaire qui sont sujets et victimes de violences à l'école et même déjà en ligne. Mais en fait, il faut savoir, et quand on écoute les témoignages d'enfants victimes, ça pouvait commencer à l'école primaire et ça a continué jusqu'au lycée, parce qu'en fait, on avait ce groupe en fait, qui était toujours présent pour harceler la personne. Et donc finalement, quand l'enfant qui a été victime va partager cette expérience, c'est là où il doit y avoir aussi toute une chaîne de confiance et d'action pour mettre fin et pour protéger en fait la victime, et puis ensuite pour trouver des solutions, pas toutes faciles, hein, attention, si on avait encore une fois la recette miracle, ça ferait longtemps qu'on parlerait plus de ce sujet, mais du coup, il y a cette prévention, cette sensibilisation, et aussi la nécessité d'agir quand on détecte. Et là, encore une fois, ça renvoie à cette chaîne de confiance qui n'est pas que liée aux adultes, qui n'est pas que liée aux professionnels de l'éducation, qui n'est pas que liée aussi au milieu judiciaire et policier. C'est bien plus complexe et bien plus élargi que cela. Voilà, tout à fait. Merci. Merci Tristan. Alors, suite aux diverses choses qui viennent de se passer, je viens d'être viré, donc je suis obligé de laisser le micro à Nassira qui a posé sa question. Oui, mais je peux intervenir, comme j'ai le dernier mot. Bah oui, tu as le dernier mot, forcément. On va les virer, puis je prends la parole, c'est tout. Qui est président? Qui est président? On va juste, on arrive à la fin de cette table ronde. On aurait dû, si on avait eu encore beaucoup plus de temps, encore plein de choses à évoquer. Donc je regrette qu'on ne puisse pas le faire, mais vous l'avez vu, on est allé très très loin. Donc je voulais remercier nos trois intervenants, donc Tristan, Cyril et Carole. Voilà, vos applaudissements. Éventuellement, avant de donner la parole à Nassira, on va faire un dernier tour de table très vite, parce que comme ça, et alors en plus, ça va être un exercice. Conclusion, un conseil en 2 mots. Alors, sur le porno, c'est pas possible de... Non, mais... Sur le porno... Bon, sur le porno, il est difficile de contrôler l'âge, donc c'est à nous, adultes, connaissant le côté fictionnel
de ces histoires, les rapports détériorés entre les sexes identiques ou différents, pour expliquer aux gamins que ce qu'ils vont voir, sur quoi ils vont se reposer pour faire un peu leur construction et leur idée de ce qu'est la sexualité, c'est complètement faux. Donc il y a un conseil, quand vous leur dites si tu veux voir du porno et comprendre comment la sexualité fonctionne, c'est comme si tu voulais apprendre à conduire en regardant Fast and Furious. Ils comprendront. Vous comprendrez peut-être pas, mais eux, ils comprendront. Oui. Oui. Alors, Tristan, une conclusion en 2 mots. Ça, hein, donc voilà. Alors moi, je vais juste faire un petit relais par rapport Attention, en 2 mots. Hein. En 2 mots. Ce qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'en gros, sensibiliser dès le jeune âge, être pédagogue, expliquer de manière simple les choses, et puis essayer d'intervenir à plusieurs endroits et petit à petit faire ce relais entre pairs pour que derrière il y ait une diffusion et une prévention beaucoup plus efficace, avec peut-être derrière une mise en place d'analyse, de prendre, on est là sur la sociologie, échantillonnage, jeune âge, suivre une classe et puis voir ensuite l'évolution de la sensibilisation. Voilà. Cyril? Non, c'est pas Cyril. Tristan, est-ce que Cyril, tu vas risquer, est-ce que tu vas te risquer à le faire en 2 mots? Non, alors 2 mots, ça fait un peu le lien. Je dirais observer et communiquer. Et en fait, c'est juste créer du lien. C'est-à-dire, plus on va créer du lien avec nos enfants et avec les personnes qui entourent nos enfants et font le monde de notre enfant, et plus on aura de chances de détecter, de pouvoir réagir, intervenir de manière positive. Tout à fait. Alors, moi, je vais y aller de mon conseil, si vous me permettez. J'ai travaillé avec un couple de personnes âgées, et la dame me disait, sur la tablette, il n'y a que des pubs sur des trucs avec des femmes nues, etc. Alors je me suis retourné vers le monsieur, je lui ai dit, écoutez, regardez des sites d'automobile et arrêtez. Voilà, je pense qu'on peut... Merci, vous applaudir. Ok, je n'avais pas pensé à ça. Bien. Nassima ? Non, mais attends, excuse-moi, mais tu as Tristan qui doit nous quitter très rapidement. Non, mais en fait, je voulais revenir à... Ouais. Merci beaucoup, merci. Merci, monsieur. On fera appel à vous. Oui. En fait, pour tout vous dire, pourquoi au sepsis, j'ai rajouté dans les objectifs bien devant la sensibilisation à l'usage sécurisé du avant de créer l'association, j'étais déjà très engagée. En fait, pour faire un témoignage plutôt personnel, dans l'école où était scolarisé mon fils, il y avait un incident. Donc je suis intervenue, je suis allée voir la maman de l'enfant en question. La maman me dit « Mais ça ne vous regarde pas, Madame Salvant, ce n'est pas vos affaires, occupez-vous de vos enfants. » Pas grave, je toque chez la directrice. Madame la directrice, il y a un souci entre les enfants, puis ils font des choses sur YouTube et ainsi de suite. Elle me dit, mais Madame Salvo, ça ne vous regarde pas, c'est votre fils, il n'est pas avec eux. Mais c'est non-assistance à personne en danger si jamais je fais rien en laissant tout ça. Pas grave, je vais voir les maîtresses, pareil. Donc ce jour-là, j'ai pris mon clavier et ma souris et j'ai écrit un courrier à l'époque au ministre de l'Éducation nationale de l'époque, c'était en 2013-2014, pour attirer l'attention sur ce problème. Que l'éducation nationale doit aussi faire son travail parce qu'ils ont des cours de l'éducation civique, de l'éducation routière, toutes ces choses-là. Le gamin, on lui dit, le bonhomme est rouge, tu t'arrêtes, il s'arrête. Le bonhomme est vert, tu traverses. Donc, c'est des réflexes, normalement, que les enfants vont acquérir dès le jeune âge. C'est là où il y a la responsabilité, certes des parents, mais la responsabilité de l'école. Donc j'ai écrit aussi au moins à 3 ministres de l'Éducation nationale, quand est-ce que l'Éducation nationale va se réveiller enfin. J'étais reçue, pour tout vous dire, et j'ai rencontré aussi des députés, des représentants de nos représentants, et j'ai échangé, j'ai discuté, mais en janvier, j'ai rencontré même sur le sujet Madame Macron en personne, sur le cyberharcèlement. Et en rencontrant des députés, j'ai exposé ce sujet. Il faudrait sauver nos enfants, il faut protéger nos enfants, il faudrait faire quelque chose aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a
Il y a la gendarmerie avec le passeport de la gendarmerie qui fait beaucoup de choses. Étant réserviste à la gendarmerie, j'ai demandé aussi à ce qu'on puisse aller un peu plus bas dans l'âge au niveau de la sensibilisation et le passeport de la gendarmerie. En rencontrant des députés, même des ministres, on m'a dit bah, écoutez, Madame Salvant, c'est bien gentil ce que vous proposez maintenant. Les enfants, nous, on veut qu'ils sachent lire et écrire avant d'aller au collège. Mais attendez, Madame la députée, le gamin, il va savoir utiliser le smartphone, il va savoir aller sur des sites, il va savoir avoir accès à tout type de violence sur le net avant de savoir lire et écrire. Donc il y a d'abord les parents qui ne sont pas sensibilisés, il faut faire le travail avec les parents, il faut aussi que l'éducation nationale s'empare du sujet, que le travail est collectif. Je voudrais, conclusion, merci à tous. Je suis désolée parce que on va dire, mes obligations professionnelles m'ont empêché un peu de participer activement. Merci à l'équipe du CEPSIS qui a organisé cet événement. Merci à tous les intervenants. Merci. Yves, il vient de la Normandie, elle n'habite pas à côté, donc il y a son train à prendre. C'est vrai qu'il faut le faire. Juste pour les jeunes filles, même pour tout le monde, vous avez sur la table les trophées. Notre prochain événement aura lieu dans la merveilleuse salle Gaveau à Paris pour remettre les prix de la femme cyber. Si vous êtes dans le numérique, il y a une catégorie pour la femme numérique. Les femmes, les lauréates pour ce concours seront dans le prochain livre sur lequel je travaille déjà. Donc allez-y, ce sera un événement, l'événement cyber de l'année. Ce sera un gala. Mesdemoiselles, mesdames, commencez par préparer vos robes de gala. Et monsieur, les cravates, c'est facile, hein, cravate, il n'y a pas plus facile. Merci à tous. On vous attend pour un petit verre d'amis, entre amis. Merci Yves.